Je viens de lancer, Florian. Ah bah, fabuleux, quel travail d'équipe. Eh bien, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, c'est un retour d'expérience croisé, Avignon et Nice, sur la partie gestion administrative de la migration SIAM. Pour une raison simple, c'est que nous l'avons réalisé ensemble. Nous avons été une micro-vague de 2 établissements. Et nous avions, je sais pour notre côté déjà, bénéficié de ce type de présentation en amont du projet. C'était l'université de Lorraine et Montpellier, il me semble. C'était quelque chose qui avait été très informatif et qui nous a permis de commencer à tisser du lien avec la communauté, et on s'est dit qu'il fallait modéliser la réussite, n'est-ce pas? Donc perpétuer le mouvement. Des présentations rapides. Côté Nice, donc, je suis Florian Badel, je suis le responsable du service développement des systèmes d'information des ressources humaines et donc chef de projet SIAM. Je suis accompagné aujourd'hui de Vincent Degoul, mon homologue technique à la DSI. Si Vincent, si tu veux dire un mot, et ensuite on passera le micro à Avignon. Si Vincent trouve son micro. J'ai des problèmes avec le micro. J'ai allumé la caméra pour montrer ma trombine. J'ai eu le plaisir de travailler avec Florian et toute l'équipe de la DRH. Ça a été dynamique et constructif, et du coup, j'étais exactement, comme il l'a dit, sur la partie DSI, technique et interconnexion avec notre système d'information. J'aurai l'occasion de vous présenter 2-3 slides au cours de la présentation. Ma côté Avignon, donc je suis Anne Routier, je suis la DRH adjointe et je suis la chef de projet du SIRH donc SIAM. J'ai mené le projet tout le long de l'année dernière, de cette année. Et à mes côtés, j'ai Alain Girard. Voilà, donc Alain Girard, moi je travaille dans l'équipe application métier de la DOSI. Et dans le projet SIAM, j'étais chef de projet technique. Donc les points que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit on va commencer par quelques chiffres parce que les universités de Nice et d'Avignon ayant des tailles différentes, nous avons eu des problématiques identiques, mais avec un contexte qui différait, notamment sur l'approche opérationnelle. Donc c'est aussi, on va dire, l'intérêt de cette présentation croisée. Quelques petits retours. Bon, ce sera pour certains, on va dire, des évidences méthodologiques, mais vous donner un petit peu la démarche qui a été suivie sur la gestion de projet, formation, accompagnement, les résultats du projet en soi et ses bénéfices. Qui dit retour d'expérience dit forcément friction. Donc on va un petit peu mettre en avant les problèmes qu'on a rencontrés, la manière dont on a réussi à les gérer. Également, le projet gestion administrative assez souvent s'inscrit dans quelque chose d'un petit peu plus large, on en parlera brièvement, et ensuite un bilan du rétex. Alors la présentation de l'université, donc nous on est une université qui est l'une des plus petites de France. On a 2 instituts qui regroupent sciences et technologies, sciences humaines et sociales, arts, lettres et langues, droit, économie et gestion, une composante qui est le centre de recherche informatique, un IUT, un service de formation tout au long de la vie. Nous avons 11 services centraux et 4 services communs, une fondation. Nous avons actuellement 7330 étudiants en formation diplômante et nous travaillons sur 2 campus qui sont pas loin l'un de l'autre, à une demi-heure. Voilà, il y a un campus qui se situe en centre-ville et un autre qui est un peu plus excentré. En tout, on est 760 personnels. Donc, nous avons un peu moins de 400 enseignants, environ 400 BIAT également et 200 agents hébergés. Là, quand je parle des agents hébergés, c'est les agents qui travaillent dans nos laboratoires, mais qui appartiennent à d'autres structures. Et nous avons environ 700 vacataires d'enseignement. Alors, partie quantitative, à l'Université Côte d'Azur, donc nous sommes à un peu plus de 32 000 étudiants, un total de 21 composantes. Nous sommes à 4 600 personnels permanents, ce sont des chiffres de l'année dernière, mais qui sont maintenus. On est sur 1600 enseignants-chercheurs, 1200 administratifs BIATS et des intervenants, nous sommes à un peu plus de 2800.
Pour démarrer, donc ça c'est quelque chose qui est on va dire, pleinement partagé, on va dire les différents objectifs de migration de gestion administrative en général sont assez communs. C'est vrai que là, si je parle Université Côte d'Azur, la partie centralisation principalement, nous avions une gestion éclatée de la saisie notamment entre la DRH en centrale et nos bureaux des personnels qui sont nombreux. Donc c'était l'occasion de recentrer le cœur de métier. Amélioration de la gestion des données RH, c'est vrai qu'il y avait un constat de non-qualité extrêmement lourd vis-à-vis des données historiques arpèges. Donc ça, je sais que ce n'était pas forcément autant le cas côté Avignon, mais c'est vrai que c'était un très gros enjeu à notre niveau. Et sur l'optimisation des processus, tout ce qui est délai de traitement, c'est vrai que c'est le processus de chaîne RH est un tout petit peu plus streamliné, on va dire, par le biais de SIAM. Nous avions une gestion assez historique, notamment au niveau des postes. C'est vrai que SIAM tourne énormément, que ce soit d'un point de vue gestion administrative ou pré-liquidation autour des postes. Ça nous a permis un petit peu de refaire du propre sur la partie processus. Oui, nous, on était un peu dans le même contexte et objectif. Le contexte est un petit peu différent, comme tu l'expliquais, Florian, c'est-à-dire que nous, à Avignon Université, la gestion RH était intégralement centralisée, sauf pour une toute petite partie qui était la population des vacataires d'enseignement, qui était gérée par les gestionnaires de composantes, mais ils faisaient une saisie à minima dans le SIRH, et ça, on l'a fait remonter avec SIAM à la RH, donc toutes les saisies RH sont maintenant effectuées à la RH, tout est centralisé. Après, concernant l'optimisation des processus, effectivement, on avait déjà fait un gros travail là-dessus à la RH. Donc, SIAM n'a pas été le déclencheur d'une optimisation, parce qu'on avait déjà commencé le travail bien avant. À nous, ça a été une excellente excuse pour présenter ça clairement. Donc, c'est vrai qu'à Avignon, comme nous nous sommes un peu retrouvés devant le mur avec la fin de la maintenance d'arpège, donc une deadline en dur qu'il a fallu respecter. C'est vrai que la partie gestion intégrée était souhaitable. C'est vrai qu'en plus, passer à une certaine masse critique, le fait d'avoir une gestion administrative décorrélée de la pré-liquidation, c'est source d'énormément d'erreurs. Sur la partie intégration dans l'écosystème, c'était également une réelle opportunité, parce que autant sur les développements spécifiques et les interfaces historiques qui avaient le mérite d'exister et de fonctionner, le fait de repasser sur un écosystème propre s'est posé, c'est une opportunité qu'on a saisie. Pour la simplification des démarches pour les usagers, là, on refera un petit point dessus un tout petit peu plus loin en parlant de GP4U. Et c'est vrai que l'écosystème, la partie modularité de SIAM permet d'enchaîner la partie gestion administrative, préliquidation, GPEC et PMS, ce qui, à notre niveau du moins, est un argument qui a fait pencher la balance plutôt que d'avoir un SI complètement éclaté. On peut passer à la suivante, alors? Oui, j'ai rien à rajouter, tu as tout dit. Impeccable. Alors, il y a de très légers décalages par rapport au planning entre Avignon et nous, mais c'est de l'ordre du mois, voire de la semaine. Donc, partez du principe que ce sont des plannings partagés. Donc, c'est un planning... Alors, là, dans ce cas précis, nous sommes sur un début de projet de migration GA qui a démarré pour nous un petit peu tardivement, parce que nous étions partis sur WinPay plus RH à la base, et c'est quelque chose qui, au final, nous sommes revenus sur cette position. Le choix de la solution, plus que le début du projet, a eu lieu en effet en février, mais le début du projet en soi a débuté en avril. Donc, partir du principe que ce sont des cycles d'1 an sur les différents lots. Nous avons fait le choix d'enchaîner le lot pré-liquidation directement après gestion administrative. Avignon, je le préciser alors, le fera l'année suivante. Et nous sommes en phase d'études, on va dire, de benchmark plus qu'intensif, pour voir ce qui est présent sur le marché niveau GPEC, PMS
et autres solutions du périmètre pour la suite. Un tout petit peu plus dans le détail, donc sur la gestion administrative cette fois-ci. C'est un projet qui est cadencé par les tirs de reprise. Ça, donc les tirs de reprise, ce sont, on va dire, un rapprochement de la base de votre SI d'origine sur la SI cible. Et le projet est plus ou moins cadencé de manière trimestrielle, avec un tir de reprise tous les 3 mois. Il y a un léger goulot d'étranglement au niveau du deuxième tir de reprise, puisque c'est à partir de là qu'on commence à reprendre suffisamment de données d'un point de vue référentiel pour que la DSI commence à travailler sur les interfaces. Donc c'est vrai que on peut partir du principe que les 6 premiers mois sont des choix d'un point de vue personnalisation et de la fiabilisation. Puis le deuxième semestre est lui plus orienté vraiment intégration pure et accompagnement. Une période charnière également, donc la partie formation, donc on rentrera en détail dessus, mais la création du pôle de compétences, donc les formateurs internes à votre université, puis la formation métier intervient un peu moins de 6 mois avant la mise en production, donc ça implique un certain nombre, enfin une certaine organisation. Et si tu as d'autres points à rajouter, là je pense avoir tout dit d'un point de vue jalon. Oui, tout à fait. Sur nos équipes respectives, donc j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir mobiliser à loisir les personnes de mon service sur le projet. Donc j'ai une personne qui est en responsabilité du management des données RH qui a été mobilisée de manière quasi exclusive sur la reprise des données, avec 2 personnes au sein de son pôle qui se sont positionnées sur la fiabilisation en soi. Une administratrice plein temps, donc qui s'est elle davantage occupée de la partie paramétrage, avec une assistance soutenue donc, de notre administratrice Rose, parce que Madame Hochstetter, c'était un recrutement, donc c'est vrai que le temps de pouvoir faire monter tout le monde en compétences, le fait de pouvoir faire accompagner l'administratrice sur les arcanes du métier était un bon choix, je pense. Et un responsable technique disponible jour, nuit et week-end sur la partie mobilisation des ressources. On reviendra un petit peu sur le découpage derrière, mais c'est vrai que le schéma de responsabilité tient un rôle vraiment prépondérant dans le fait d'arriver à tenir les délais. Alors, côté Avignon, on était une petite équipe. On était donc Alain et moi-même chefs de projet donc technique et fonctionnel. On a travaillé à 80%, je dirais, tous les deux ensemble. On avait 2 personnes qui nous accompagnaient chacun de notre côté, une personne qui était avec moi côté fonctionnel et un qui était côté DOSI. Mais on a travaillé tout le long du projet, je dirais vraiment à 80% ensemble. Et donc, on était 2. Et on a bien travaillé pendant toute cette année. Après, il y a une partie quand même de la fiabilisation que j'ai donnée au pôle gestion et qu'on suivait donc toutes les semaines. Mais l'ensemble du projet a été réalisé par nous 2. En parlant de ça, sur les découpages, donc c'est le schéma proposé par l'AMU qui nous a tout à fait sens. Donc pour un petit peu donner des détails sur ces acronymes. Donc RACI, donc c'est une matrice de responsabilité pour voir un petit peu responsable, acteur, personne consultée ou personne informée. Il est préconisé d'avoir une personne qui suit la partie fiabilisation, une personne sur la personnalisation, donc les paramétrages, formation, accompagnement, gestion de projet, gestion des interfaces et exploitation. Comme dit auparavant, cette partie technico-fonctionnelle était assurée par mon service, la partie métier par la gestion lorsqu'elle avait du temps à mon niveau. Et c'est vrai que ce périmètre de responsabilité a été mutualisé côté Avignon. Également, petit point de détail, niveau exploitation, nous avons fait le choix à Nice
d'externaliser, c'est Atos qui s'occupe de la gestion d'exploitation SIAM chez nous. Pour les pratiques projets utilisées durant ce déploiement. J'ai mis en rouge les choses qui étaient réellement, on va dire, des impératifs. Sur la partie gestion des parties prenantes, c'est vrai que bon, là, c'est on va dire un effet de bord de la taille d'université, mais adapter la communication aux interlocuteurs. Et c'est vrai que j'étais arrivé à un peu plus de 50 stakeholders à la fin. Donc, le fait d'avoir une vision claire des personnes, parce que le nombre de loupés possibles sur une information qui n'est pas passée à un moment crucial est réellement mitigé du moment où un registre est réalisé, et a fortiori un plan de communication. Étant donné qu'on a une fréquence de livraison trimestrielle, on en parle dans la comitologie un petit peu plus tard, c'est quelque chose qui simplifie également énormément le plan de communication. Nous avons fait le choix chez nous de rester sur de la gestion de cascade, parce que la roadmap proposée par la MU était suffisamment claire et pertinente pour qu'on se l'approprie pleinement. Sur la dernière partie du projet, il y a eu une légère accélération, dira-t-on, donc on est passé sur un modèle un petit peu plus agile, mais c'est vrai que les éléments transmis par la MU d'un point de vue calendrier ont permis de nous appuyer plus pleinement sur ces informations. Là, c'est plus des recommandations qu'autre chose, mais le fait de s'appuyer sur la répartition des périmètres de charge fournis par la MU pour réaliser un organigramme de tâches a un petit peu aidé au lancement d'un point de vue formalisation des work packages, des sous-tâches, etc. Et sur la partie matrice RACI, c'est quelque chose on s'est rendu compte, très évident pour la core team, qui doit faire quoi, quand, etc. Mais c'est vrai que si ce sont des éléments qui ne sont pas forcément communiqués largement, ça peut donner lieu à un certain nombre de frictions et créer des goulots d'étranglement d'un point de vue décisionnel. Donc là, c'est juste pour vous une petite capture d'écran très succinct. Je suis un partisan du moindre effort, chers tous. Donc j'ai croisé les deux outils. Donc on reste sur les mêmes lignes que présentées précédemment. Donc fiabilisation, personnalisation, accompagnement, interopérabilité, dans lesquels on a mis des work packages en fonction du planning GAMU, avec des responsables identifiés. Donc c'est quelque chose qui a été communiqué au moment du kick-off, qui a été mis à jour au fur et à mesure du projet. C'est quelque chose, on va dire, qui a permis de fluidifier les échanges et aussi d'identifier les points de blocage, dans certains cas. Concernant là, est-ce que tu veux dire un petit point sur la gestion de manière générale, non, pas plus. Comme je disais, nous, on a travaillé à deux, donc en fait, j'ai pas eu besoin de monter une gestion de projet. J'ai suivi les recommandations d'AMU en fait du début à la fin, ouais. Et on a suivi tout le projet avec eux. La trame fournie est. J'ai fait un plan de communication, par contre. Donc oui, ça, je l'ai monté. Donc ça s'est très bien passé. On a fait j'ai fait mon plan du début du projet jusqu'à la fin du projet. Et ça, on n'a eu aucune difficulté au sein de l'établissement. Ça, on entend trop peu. C'est une excellente nouvelle. Nous étions très proches d'un point de vue organisation sur la partie comitologie. Donc, je vous ai parlé des rythmes trimestriels. Donc, on a suivi à Unica pour la partie comité de pilotage. Donc, c'était des points qui étaient relativement descendants, parce que la plupart des décisions sont assez souvent techniques. Il y a eu quelques petits mouvements de planning qui ont dû être adressés, mais c'était surtout des retours quantitatifs et la présentation de certains freins organisationnels le cas échéant. Alors, je recommande pleinement de tenir, comme l'a dit Anne-Laure, des coproges hebdomadaires pour plusieurs raisons. Ça permet d'éviter de parasiter les points de direction et de service pour les micro-décisions. Pouvoir parler technique et métier lors du même point, adresser toute question directement. Donc, encore une fois, c'est une évidence, mais je préfère appuyer dessus.
Et sur la dernière partie du projet, le deuxième semestre, pardon, a été monté un comité technique DSI pour les validations de specs, discuter des petits écarts sur les vues, gérer les petites surprises d'un point de vue retour d'exploitation, ce genre de choses. Et point fiabilisation, donc c'est vrai que on a eu 60% des dossiers en rejet au début du projet, ce qui a un tout petit peu créé des inquiétudes, dira-t-on. Et c'est vrai que le fait de pouvoir itérer extrêmement rapidement sur les corrections à prendre au niveau de la reprise de données, c'est quelque chose qui a été salvateur pour nous, parce que assez souvent, il s'agit de rejet en cascade, donc c'est-à-dire qu'un rejet va vous créer 5 erreurs, donc le fait d'avoir une vue très régulière sur ce qui est fait, ce qui est bloqué, et ce qui est solutionné, est très aidant. Et on a également des retours assez réguliers de l'AMU dès qu'on a des questions, enfin assez rapides, pardon. Donc oui, ne pas hésiter à, on va dire, garder un œil au plus possible sur les avancées de fiabilisation quand vous avez la possibilité de le faire. Formation et accompagnement. Donc là, c'est davantage pour chez moi, parce qu'il y avait comme je vous l'ai dit, un petit flou sur la partie organisation générale, rédaction des processus. Donc, et puis je n'étais pas forcément là depuis très longtemps dans la structure, donc c'était une très bonne opportunité. Donc, on a cartographié l'intégralité des processus. On sait également, parce que je suis un tout petit peu familier avec HR Access vis-à-vis de mon historique professionnel, ça nous a permis d'identifier un petit peu en amont les possibles frictions qu'il y aurait d'un point de vue adaptation de procédure. Et ça nous a permis aussi, ce sur quoi Anne-Laure a énormément appuyé de son côté, pouvoir créer des supports et un contenu pédagogique réellement adapté en fonction de la population et du type de gestion, du type de population gérée par les équipes. Et bon, ça, c'était précisé à toute fin utile, bien évidemment, des tickets pour le suivi des petites questions a posteriori. Est-ce que on parle un tout petit peu plus tard du détail de la création des formations. Donc, d'accord, j'enchaîne. Création du pôle de compétences, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement crucial et stratégique pour plusieurs raisons. L'AMU organise un transfert de compétences, donc c'est-à-dire il forme des formateurs. Le bâton étant ensuite passé, donc il y a des MOOC mis à disposition, mais étant donné qu'il existe des spécificités, des idiosyncrasies au sein de chaque université, il est nécessaire de les lire, de les comprendre, de les adapter, etc. Et il est également extrêmement important de la manière dont vous réfléchissez aux personnes qui composent cette équipe-là va aussi avoir un énorme impact par la suite dans le suivi de la gestion de la connaissance au niveau de l'outil. Parce que là, par exemple, on recommande, enfin l'AMU recommande, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, qu'il y ait des interlocuteurs technico-fonctionnels, des interlocuteurs métiers, et s'il y a un interlocuteur technique quelque part, c'est pas du luxe. L'autonomie des services, le fait d'avoir des référents au sein des services de gestion est extrêmement important. Et par contre, ne pas sous-estimer la charge que ça peut représenter, que ce soit durant le projet, parce que les formations, les ateliers sont nombreux, parce que la montée en compétences est progressive, graduelle, mais s'effectue sur 6 mois à une cadence assez soutenue. Mais également par la suite, je sais que chez nous, par exemple, nous avons adapté les fiches de poste des personnes qui ont été intégrées au pôle de compétences. Voilà, pour information. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui. Effectivement, nous, le choix a été fait d'intégrer dans le pôle de compétences des personnels de la gestion, donc les personnels qui s'occupaient, qui vont tous les jours saisir l'ancien
Et j'ai mis en place une super utilisatrice qui, au sein du pôle gestion, qui, du coup, peut répondre aux questions des autres sans mon intervention. Mais je garde quand même la main sur le SIRH, mais j'ai souhaité les intégrer dans les formations. Et ça a été pour eux très bénéfique parce qu'ils ont pu suivre depuis le début les formations et au fur et à mesure monter en compétences. Et on les a reformés juste avant le passage en production. Et pour eux, ça a été très bénéfique. Ils ont pu prendre en main l'outil. Dès qu'on est passé en production, le lendemain, ils faisaient des prises en charge et c'était parti. Donc ça, c'est important. Sur ce que vous avez fait, je pense, de manière textbook, donc impeccable, nous, à ce niveau-là, ça a été un peu plus rock'n'roll, parce qu'il y a énormément de turnover au niveau de la gestion. Personne qui n'a pu se mobiliser, même au niveau de la hiérarchie, il n'avait pas de personnel à mettre à disposition. Donc, c'est uniquement le service SIRH qui a été formé, qui ensuite, nous sommes en train de nous charger de faire un second transfert de compétences avec des référentes actuellement. Donc, c'est vrai que évitez de louper le cap si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Parlons résultats. Donc, je vous ai parlé de 60% de rejet, donc il s'agit du tier 0. Pour faire simple, il s'agit de requêtes faites directement sur la base arpège, dans notre cas. Nous avons essayé de faire le plus de propre par le biais d'injection en masse, parce que c'était souvent des erreurs récurrentes. Et donc, les résultats de notre premier tir de reprise, donc avec notre première vague de correction, nous sommes descendus à 7% de rejet. Je vous avoue un point en moins, un petit peu moins de stress. Des résultats qui ont continué en s'améliorant, donc à 2% en deuxième tir, 0,39 au troisième, et pour le tir final, entre guillemets, de mise en production, nous étions à 0,05% de rejet, donc 3 dossiers rejetés sur 4600. Nous sommes tout cumulés à un peu plus de 12 000 corrections d'informations. Donc, quand j'insistais tout à l'heure sur les enjeux de la fiabilisation des données, c'est une charge, mais c'est également quelque chose qui est absolument crucial du moment où il y a une migration. Je te laisse présenter. Oui, donc nous, au premier tir, on avait 8,5% de rejet. Après, au tir 2, tir 3, on était content, on n'avait pas du tout, on avait vraiment des rejets, notamment tir 3, on avait 0%. Et finalement, la mise en production, il y a un dossier qui n'est pas passé. Mais on ne sait pas pour quelle raison, c'était une dernière création, il n'est pas passé, mais il était très léger, c'était juste un contrat, donc ça a été ressaisi dès le lendemain. Mais on a eu donc tous nos dossiers qui ont été intégrés. Par contre, ce que je tiens à préciser, ce n'est pas parce que les dossiers sont intégrés qu'ils sont tous corrects. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a dû revenir sur des dossiers, c'est-à-dire que les dossiers bien intégrés, mais pas en intégralité. Donc, on a dû faire après des échantillons, on a fait des échantillons et on a eu aussi les erreurs fournies par AMU, et on avait toute une liste de dossiers à corriger et à fiabiliser. Voilà. Donc ça, les opérations sont clôturées à ce niveau-là, mais on a eu pas mal de dossiers où il manquait des informations. Donc, on a procédé aux saisies après la bascule. Alors, dans le détail, mais de manière peu exhaustive, toutes les données qui sont en projet ne sont pas reprises. Une partie des données des hébergés, je pense au grade dans l'administration d'origine, catégorie, corps, statut, les locaux. Mais ça, c'est pas un défaut de reprise, c'est juste qu'il n'y a pas de locaux dans SIAM. Et c'est vrai que l'historique d'occupation des postes est perdu lors de la bascule. Donc, il y a une partie, on va dire, qui n'est pas reprise, mais c'est du fait du kit de reprise. L'outil n'est pas pensé pour pouvoir reprendre ce type de données dans ce schéma-là. Et une partie où ce sont des données, des actions à effectuer après le dernier tir de reprise pour un petit peu compléter les quelques trous qui restent. Voilà, c'est ça. Je reste là-dessus, juste encore un tout petit peu davantage de détails. Quand on parle des rejets, comme l'a très bien souligné alors, ce sont des rejets sur ce qu'on appelle les données en vigueur. Donc, c'est littéralement la dernière occurrence de contrat ou de carrière de l'agent. Si jamais il y a une donnée qui est incohérente, incomplète dans l'historique de l'agent, le dossier ne sera pas rejeté. Il y a simplement, on va dire, des données génériques qui seront positionnées.
Nous avons fait le choix à notre niveau, de par la masse et la disponibilité de ressources, de mettre toute la correction de ces données historiques dans un deuxième temps. On fera de manière un petit peu au fil de l'eau. Donc nous avons encore un backlog d'environ 2000 informations restant à corriger, donc sur des détails, donc ce sont des modes d'accès, ce genre de choses sur lesquelles il faut repasser. Mais donc, nous ne sommes pas à 100% de données intégrées justes, nous sommes à quasiment 100% de dossiers intégrés avec des données en vigueur, cohérentes et complètes. Voilà, juste, je me permets de le préciser. Oui, c'est ça. On a repris quand même, on a eu un gros travail de fiabilisation. Après, j'étais propre chez nous, on n'a pas beaucoup d'agents. On a rapatrié un peu plus de 2000 dossiers d'anciens, donc ce n'est pas énorme. Mais on a quand même travaillé pendant plus de 2 mois sur la fiabilisation d'Arpège pour pouvoir rapatrier les données d'anciennes. Et on a fait le choix à Avignon de fermer en fait le pôle gestion tous les mercredis matins pendant 2 mois. Et le mercredi matin, on s'attelait à fiabiliser Arpège et fiabiliser notamment les carrières et les carrières complexes parce que Siam a eu du mal à nous rapatrier les doubles carrières, les carrières sur les emplois fonctionnels, les gens qui étaient détachés. Donc, on a bien fiabilisé et malgré ça, on a quand même eu on a eu pratiquement tous nos dossiers en double carrière, on a dû les reprendre. Mais ça nous a quand même permis d'avoir quand même beaucoup moins d'erreurs qu'au début. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la DOSI de me sortir tous les lundis matins. Je recevais les dossiers en erreur. J'avais une requête qui tournait tous les lundis matins. Et je voyais ce qui était corrigé, ce qui restait à corriger. Je renvoyais tous les mercredis matins les nouvelles corrections et voyais les corrections qui restaient. Et au fur et à mesure, on a épuisé le stock et on a réussi en 2 mois à éviter toutes les erreurs qui auraient pu être corrigées déjà dès le départ avant la bascule. Alors là, par exemple, à notre niveau, les reconstitutions de carrière, aujourd'hui, ne sont pas faites dans leur intégralité. C'est aussi dû au fait qu'il y a, comme je vous l'ai dit, une recentralisation de la gestion. C'était des reconstitutions de carrière qui étaient faites au sein des bureaux des personnels. Donc, sur le fait que ce soit fait et la qualité avec laquelle ça avait été fait, c'est très hétérogène. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Aussi, juste petit point de détail qu'on n'a pas précisé de manière rédigée, il y a un choix fait au début du projet sur la profondeur de la reprise. Donc, on est à notre niveau, nous avions choisi 1 an si jamais il y a un dossier qui était sorti depuis plus d'1 an, dans le cas d'un contractuel ou d'un hébergé, c'est un dossier qui n'était pas repris, et sorti depuis plus de 2 ans dans le cas d'un titulaire, ce dernier n'était pas repris non plus. Donc, ça permet d'alléger un petit peu la charge d'un point de vue fiabilisation, mais c'est quelque chose qui vous est demandé en début de projet. Ouais, nous avons fait les mêmes choix. On est parti sur 1 an de profondeur sur les vacataires et 2 ans sur les permanents. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 super VIP qui étaient sortis depuis plus longtemps, mais qui devaient garder des droits. Donc, on les a fait à la main derrière, mais autrement, oui, c'était un choix qui était, je pense, pertinent d'un point de vue volumétrique. On en a profité. Donc là, c'est pareil, slide Unica. Je me permets juste un petit encart. Nous souhaitions, c'est une forte volonté de la gouvernance de commencer à implémenter Reference 3. Donc, nous avons complètement refait notre cartographie des postes dans le cadre de la migration. Et également, ça c'est une des joies d'être un établissement expérimental, donc il y a des choses exotiques. Nous avons des départements disciplinaires, donc sachant qu'il est possible d'affecter de créer autant d'affectations que l'on souhaite sur un poste, a fortiori un agent. Nous avions donc, pour les personnes qui étaient concernées, l'affectation hiérarchique, l'affectation recherche et enfin l'affectation au département disciplinaire. Sur la partie personnalisation, donc paramétrage, si on devait vraiment la substantifique moelle de l'activité, son rôle, habilitation et décision principalement. Il y a un petit peu d'autres choses, mais le gros du travail se situe sur ce point-là. Donc, rôle, à quelle information peut accéder l'utilisateur, habilitation, à quelle population il peut accéder. Sur l'édition des décisions SIAM, certains établissements font le choix de ne pas l'utiliser.
sachant que les données doivent être validées par le biais d'une décision, donc décision, contrat, arrêté, etc. Autant sauter le pas. Donc, c'est ce que nous avons fait avec Anne-Laure. Il existe des modèles souches, souvent personnalisés, ce que nous avons fait également. Mais c'est vrai que quand on parle de rationalisation de la saisie, le fait d'avoir une seule saisie pour la gestion administrative, l'édition du document et, à terme, la préliquidation, pour nous, c'était un objectif plein et entier. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé à partir de décembre. Parce que c'est vrai que faire un travail une repasse sur l'intégralité des modèles et des écarts de paramétrage, c'est du travail. Donc, également, c'est une décision. Essayez de la prendre le plus tôt possible. Et si jamais vous avez des petites décisions à prendre, on va dire, sur des ajustements de modèles, essayez de le faire le plus tôt possible dans le projet, histoire de laisser du temps à l'équipe projet de le paramétrer. Oui, Mathieu, je disais ça parce qu'effectivement, moi, je me suis pris un peu tard, donc c'est moi qui fais le paramétrage des actes. Et je m'y suis pris un peu tard. J'ai commencé un mois avant la bascule et j'en ai paramétré à peu près 200, mais j'en ai encore tous les jours, on m'en demande. Donc, tous les jours, oui, je suis en train on est dans le même cas que toi. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est vrai que je me serais prise plus tôt. J'aurais pu avancer un peu plus sur les actes. Après, c'est assez rapide. Une fois qu'on a le coup de main, ça va très vite. Oui, possible de dupliquer les modèles, etc. Mais c'est le travail en amont qui est assez souvent, parce que faire le différentiel, voir ce qu'il existe en souche, la différence avec le nôtre, est-ce qu'on l'adapte, est-ce qu'on en fait un nouveau. Il y a 500 modèles dans la base, c'est du travail. Mais effectivement, c'est quelque chose, plus on le fait tôt, et c'est vrai que c'est intéressant de le faire plus tôt pour avoir vraiment le temps de se poser, que d'arriver en fin à la bascule, et il faut sortir les actes de SIAM et les faire assez rapidement. C'est vrai que de s'y prendre plus tôt, c'est intéressant. Là, on triche un petit peu. On a rajouté un ticket création d'un nouveau modèle. Donc, on se dit maintenant, s'il y a des trous, il nous les demande. Voilà. Donc, vas-y, sur la partie paramétrage. Oui, donc sur la partie paramétrage, en fait, nous, on est une petite équipe. Hein, j'ai 6 gestionnaires. Et donc, on a décidé de donner le rôle un rôle et les habilitations sur tout. Donc, ils peuvent voir l'ensemble des données des personnels. Ils peuvent saisir sur toutes les populations. J'ai créé un rôle GPEC. Donc, eux, c'est que pour la lecture pour l'instant, mais ça peut évoluer après selon nos choix si on prend les modules GPEC. Mais pour l'instant, ils sont en lecture. Et après, j'ai les gestionnaires pilotage qui ont la lecture, qui ont accès à l'extraction des queries parce qu'ils utilisent BO. Donc là, on travaille depuis la bascule sur BO. Et donc, on a dû remonter toutes nos requêtes. Et c'est vrai que parfois, les queries qu'on a certaines sont bien faites. Donc, on mixe entre des queries et des requêtes BO, mais on essaye principalement d'utiliser BO quand même. Donc, j'ai créé 3 profils différents pour l'instant et ils ont vu sur tout. Voilà. Ouais. C'est vrai que pour l'utilisation de BO, notamment sur la partie pilotage, gestion des postes, c'est un petit peu plus simple à faire par les queries. Donc, oui, je peux comprendre le fait qu'il y ait un choix à faire en fonction de la donnée visée. C'est la même chose chez nous. À notre niveau, nous avons fait 2 profils très généraux, donc avec accès pour le gestionnaire administratif RH à de l'écriture dans la partie gestion, et la lecture, donc organisation, c'est la gestion des postes, et la partie BI reporting SIAM, c'est pour l'exécution des queries, tout à fait. On est parti sur toutes les UO, donc unité organisationnelle, toutes les structures. Quelque chose a été un peu plus... Il y a eu un choix au niveau de la direction qui a été de siloter un petit peu l'accès au dossier en consultation au niveau de la gestion des personnels, parce qu'on en a entre 20 et 30, j'ai plus exactement le nombre, qui faisaient accès à leur population. Donc il y a eu un travail sur la partie habilitation. Donc ils n'ont aujourd'hui plus d'accès en écriture, c'est uniquement de la consultation. Ça a été un deuil à faire de leur côté, mais bon, ça leur permet de se recentrer sur davantage de proximité. Par contre, oui, le travail, si jamais c'est un choix que vous faites, le travail de préparation des habilitations n'est pas à sous-estimer, et au niveau du suivi non plus.
Et nous avons un profil consultation RH qui est sensiblement le même que celui des gestionnaires administratifs, mais uniquement en consultation. Ce sont pour les partenaires, disons, RH que nous avons au niveau gouvernance, DAF, etc. etc. Je vous ai parlé d'opportunités de un petit peu recentrer le débat à notre niveau. Là, c'est juste une slide pour le matérialiser. Étant donné que le processus d'intégration, on va dire, dans lequel s'intègre la prise en charge, devait être vu, notamment avec la gestion d'un poste en amont. Nous nous sommes fait accompagner par une cellule interne de transformation et accompagnement au changement. Et nous avons tout revu, de la demande d'autorisation du recrutement jusqu'à l'édition du contrat de l'arrêté. C'est quelque chose qui nous a permis aussi de recontextualiser un petit peu le rôle de tout un chacun, parce que justement, vu qu'il y avait une recentralisation de la saisie, il y avait un report de charge. Donc si jamais, de la même manière, l'organisation d'un point de vue saisie et suivi sur SIAM a des impacts organisationnels, ne pas hésiter à vraiment les matérialiser, voire challenger l'existence, et c'est la meilleure des opportunités pour le faire. Et nous en avons profité pour justement l'avant-dernière ligne, des créations automatiques d'identité numérique de l'agent, qui était quelque chose qui était attendu depuis fort longtemps. Alors, sur la partie SI. Alors, Vincent, si tu veux en dire un mot pour introduire la chose. Alors, sur la partie SI, je vais développer un petit peu plus tard la façon dont on a intégré SIAM dans nos systèmes d'information. Là, on a fait une petite liste, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait exhaustive, des différentes applications qui utilisent les données RH. Donc, on a une application de gestion des congés, OZ qui nous permet de suivre les enseignements, bien sûr alimenter le LDAP, Synapse, etc. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert, mais forcément, le changement du SIRH dans notre système d'information a impliqué la refonte de nombreux connecteurs, et ça nous a aussi permis d'adapter une stratégie plus pérenne sur la façon dont notre SIRH était intégré, puisqu'en gros, historiquement, Arpège est arrivé il y a longtemps, et puis il y a des petits logiciels qui sont arrivés à droite à gauche, et en fait, en termes d'urbanisation, on n'était pas au top. Donc le fait de passer sur SIAM comme système d'information en RH et de tout basculer sur SIAM au niveau des données individuelles, ça nous a permis de rationaliser notre organisation. Je laisse Alain s'il veut dire quelques mots sur les connecteurs de l'Université d'Avignon. Alors, nous, on avait déjà quand même, avec Arpège, centralisé un peu les connecteurs. On avait déjà fait pas mal de ménage. Donc, on va dire que nous, l'organisation n'était pas trop mal. Par contre, il a fallu, bien évidemment, adapter tous ces connecteurs. Et on a essayé de coller au maximum à ce qui existait avant pour éviter de tout chambouler, de choisir d'autres technos. Donc, on a vraiment essayé de coller à l'organisation qu'on avait et les mêmes technologies derrière, quoi. Voilà. Et donc, au niveau des applications, là aussi, c'est une liste des différentes applications avec lesquelles SIAM est connecté. Je pense qu'on est à peu près à jour sur ce qu'il faut. Alors, finalement, c'est un petit peu ce que je disais juste avant. Donc, SIAM est devenu, entre guillemets, tout à fait officiellement le maître de la donnée individu. Donc, en gros, toutes les données RH pour les individus ainsi que pour les hébergés vont être dans SIAM. Ça nous permet de centraliser l'information et de savoir dans quel logiciel il faut aller chercher quand on a besoin d'accéder à des données d'individus. Donc, c'est pratique pour le reporting. Ça simplifie évidemment l'intégration des nouveaux logiciels, comme c'est marqué. Et à l'avenir, on aura de moins grandes difficultés pour dématérialiser les dossiers agents. Donc ça, finalement, je vous l'avais un petit peu dit dans le truc d'avant. Alors, un petit schéma valant mieux que de longs discours. Je vous ai fait un gros schéma pour essayer de vous faire un petit discours. Donc, l'intégration de SIAM, qui est sur la colonne de gauche. Donc, SIAM, c'est des tables qui ont des noms un petit peu abscons et un grand nombre de tables. Donc, comme en plus, on sait que SIAM, dans 2-3 ans, on va passer en SaaS. Aujourd'hui, on a SIAM sur une base Oracle qui est dans notre maison.
Et du coup, ça nous a permis de travailler sur des liens de base de données Oracle et on a décidé de construire une base miroir qui nous qui est la seule base interrogée pour accéder à la donnée individuelle et qui nous permet d'alimenter les différents outils de notre système d'information. Quand demain SIAM passera en cloud, eh bien, on transformera nos DB Link Oracle par des web services qui nous permettront du coup d'alimenter nos vues matérialisées. Donc ça permet de rendre cette base miroir permet de rendre notre SI entre guillemets indépendant de la façon dont se comporte SIAM ou de l'endroit où il se situe. Et donc, le principe, il est assez simple pour ceux qui font, entre guillemets, pour les informaticiens. Donc de SIAM, grâce à ces DB Link Oracle, on a créé ce qu'on appelle des vues matérialisées, c'est-à-dire des vues qui récupèrent les données de SIAM et qui les mettent en forme de manière à ce qu'elles soient plus facilement exploitables. Donc l'avantage des vues matérialisées, c'est que ce sont des vues qui se construisent, entre guillemets, sur commande. Et typiquement, la semaine prochaine, on va avoir SIAM en mode maintenance puisqu'on va faire une grosse montée de version. Donc on n'aura plus SIAM, ce qui fait que les données dans SIAM ne seront plus accessibles. Mais comme on passe par cette base miroir et qu'on a des vues matérialisées, si on n'a plus SIAM, on garde les vues matérialisées et du coup on peut continuer à alimenter les différents logiciels de notre système d'information. Donc on a mis quelques exemples, on a récupéré les nomenclatures, on a récupéré les unités d'organisation, les postes et les dossiers personnels. Et donc grâce à ces vues matérialisées, on crée, entre guillemets, application par application, des vues dynamiques. L'avantage, c'est que ça nous permettra d'avoir un utilisateur, par exemple, qui n'accède qu'aux vues LDAP, un utilisateur qui n'accède qu'aux vues ORIS, et du coup de spécialiser, de ne rendre accessibles les données, de ne rendre accessibles que les données nécessaires à chaque utilisateur. Cette base miroir, en gros, avec des tables de transcodification, nous permet de transformer typiquement, je ne sais pas moi, le type de congé maladie SIAM qui a un nom un peu bizarre, vers le type de congé maladie dont on a besoin pour notre logiciel de suivi Kenora, le logiciel de la médecine du travail. Et en même temps, quand on va envoyer les congés maladie à notre logiciel de gestion des congés, on va anonymiser entre guillemets le type de maladie, de manière à ce que seule la donnée monsieur ou madame machin est absente de telle période à telle période et entre guillemets c'est justifié par le SIRH, côté gestion des congés, on n'a pas besoin de savoir pourquoi la personne est absente. Côté médecine du travail, c'est important de savoir si c'est un congé de longue durée, si c'est un congé, je ne sais pas moi, de maternité, etc. etc. Donc, grosso modo, comme disait Alain, finalement, le reconstruire ces vues dynamiques à partir des vues qui existaient anciennement dans notre SI, ça nous a permis de découper le travail, entre guillemets. Donc, on a créé des vues matérialisées, ça demande une certaine expertise par rapport à SIAM parce que les noms dans la base SIAM sont un peu abscons et finalement, on a fabriqué ces vues matérialisées, on a fabriqué ces vues dynamiques. On s'est rendu compte à l'usage, par exemple, qu'on avait des petits problèmes sur les vues dynamiques. Typiquement, on avait une vue matérialisée qui nous remontait, entre guillemets, les titulaires. Et on m'a dit, oh tiens, j'ai madame machin qui ne remonte pas dans le logiciel de gestion des congés. On s'est rendu compte que cette personne était stagiaire, qu'on avait oublié d'inclure les stagiaires dans les titulaires. Et du coup, on a simplement changé la vue matérialisée qui a arrosé l'ensemble des autres vues et qui a permis de fiabiliser l'ensemble du système. Donc en gros, aujourd'hui, nos vues matérialisées sont propres. Quand il manque quelque chose dans une vue dynamique, et grosso modo, on sait que c'est une donnée qui n'est pas cohérente dans SIAM. Alors c'est une affectation qui est restée en mode projet au lieu d'être validée, des choses comme ça. Et on a vraiment entre guillemets, j'allais dire, un seul type d'erreur qui permet directement de remonter sur SIAM et de fiabiliser au niveau SI l'ensemble des données remontées. Alors après, entre les vues dynamiques et les différents outils de notre système d'information, j'ai marqué Job Talent pour aller vite, mais ça peut être des CSV, ça peut être des différents connecteurs, ça peut être des DB Link, etc. Et voilà. Et on s'appuie du coup sur toutes ces vues dynamiques pour alimenter les différents outils de notre système d'information. Il y a une question. Ouais. Oui, bonjour. Mohamed Dali, je travaille à l'Université Paris-Saclay. Je suis responsable applicatif au sein de la DSI. Merci encore pour ce partage. J'ai une question sur ce schéma. Alors, j'en ai deux. La première, c'est concernant le futur passage de SIAM en mode SaaS. Vous avez fait le choix on va dire, de construire cette base miroir. Et à l'avenir, vous prévoyez d'utiliser des web services pour continuer à les alimenter.
Ces web services, ils existent déjà aujourd'hui ou Alors, à ma connaissance, on m'arrête si je dis une bêtise, à ma connaissance, dans le SIAM actuel, on va dire qu'on a des web services en version 1.1 qui sont pas totalement aboutis. Mais là, on va passer sur une version de SIAM, je crois que c'est la V9 et on devrait avoir des web services entre guillemets en version 2.0 qui vont être, beaucoup plus réfléchis justement pour ce passage de SaaS en cloud et qui, du coup, a priori, devraient nous permettre de récupérer l'ensemble des informations dont on a besoin. Mais ouais, pour l'instant, les web ouais. services en 2.0, on les a pas. Oui, c'était ça ma question, c'était de savoir si ces web services-là couvraient le périmètre en fait, actuel. Enfin, bon. Alors, c'est une réponse d'informaticien que je vais vous faire, mais s'il le passe en SaaS et qu'on n'a pas accès à toutes les données dont on a besoin, ça permettra, enfin, ça obligera notre fournisseur à retravailler ses web services parce que enfin, forcément, si on récupère pas l'ensemble des données nécessaires sur les postes ou sur les dossiers personnels, c'est Mmh. qu'il y a un trou dans la raquette, quoi. OK. OK, merci et concernant l'application de congé, aujourd'hui, vous utilisez quoi? Aujourd'hui, on est sur Auris. Oris? D'accord. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Je passe à la slide suivante, Vincent. Ouais, moi j'ai à peu Alain, près si fait tu le tour. veux. J'ajoute juste un mot pour Avignon. Alors nous, on avait beaucoup de vues qui étaient faites, dynamiques, qui étaient faites sur Arpège. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous on a essayé de coller au maximum à ce qui est à l'existant. Enfin, on a fait un peu le même schéma, hein, puisqu'on, de toute façon, avec Vincent, on avait aussi partagé des informations. Donc nous, on n'a pas vraiment de vues matérialisées, mais plutôt des vues dynamiques pour garder l'instantanéité de la donnée. Donc on a un peu le même principe, on récupère de SIAM avec des vues dynamiques un ensemble d'informations et on a d'autres vues dynamiques à destination des différentes applications. Et quand SIAM passera en mode SaaS, on avisera pour, pareil, hein, utiliser les web services. Aujourd'hui, moi, c'était vraiment pourquoi les vues, parce qu'on avait ce système-là avant sur Arpège et que les délais étaient quand même assez serrés pour basculer, pour faire les interfaces avec les autres applications. Donc, on est allé au plus court en utilisant le même fonctionnement sans tout chambouler dans un premier temps. Et puis, nous, on n'a pas de job talent, mais on a des scripts à droite à gauche, un Python qui alimente nos différentes applications. Et ce que je voulais dire aussi, on utilise quand même les web services de SIAM, mais plutôt pour la partie entrante dans SIAM, pas pour la partie sortante. Pour alimenter notamment les identifiants dans chaque dossier, pour l'accès à GP4U notamment, on en parlera je crois tout à l'heure, et également les adresses mail pro qui sont dans notre LDAP. Donc quand je dis identifiant, c'est l'identifiant LDAP, l'UID et l'adresse mail qui remontent tous les jours dans SIAM. Donc ça, on utilise forcément le web service entrant, hors de question d'aller faire des inserts en base directe avec SIAM, c'est pas possible. Voilà, donc on utilise les web services pour ça. Voilà, super précision d'Alain, tu as tout à fait raison. Nous, on les utilise que pour la lecture et pour les insertions. Du coup, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que OZ est assez déployé dans les universités, il y a une partie effectivement web service qui permet, donc OZ, c'est l'organisation des services d'enseignement qui nous permet de remonter les vacataires d'enseignement du coup dans OZ. À ce moment-là, ils ne sont pas connus dans SIAM puisqu'ils sont que candidats vacataires. Et on va utiliser les web services SIAM pour, à partir du moment où le candidat vacataire signe son contrat et devient donc vacataire contractuel, on va devoir le remonter dans SIAM pour sa prise en charge. Et là, on utilise les web services qui nous permettent de l'insérer. Et a priori, ça nous a été fourni par l'université de Caen qui développe le logiciel EOS. On est en train de fignoler l'utilisation de ces web services, mais comme on ne sera pas les premiers, on n'aurait pas rencontré de difficultés particulières. Mais effectivement, toute écriture dans SIAM, quand on voit la entre guillemets complexité du modèle de données, on ne va pas s'amuser à rentrer des trucs à la main là-dedans parce que ça risquerait de partir en cacahuète. Donc tout ce qui est insertion SIAM, ça se fait par web service. Les web services de lecture seront utilisés pour alimenter nos flux matérialisés. Aussi une information complémentaire, bon, c'est une information de seconde main, mais j'ai la notion que l'AMU est en train de travailler sur la partie API de manière extrêmement marquée. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une communication de fait au club utilisateur, ou ce genre de choses. Il y a
Thierry de la MU qui a bien voulu nous faire part de sa présence aujourd'hui. Si jamais tu as un complément d'information là-dessus, n'hésite pas. Oui, bonjour. Alors, je ne veux pas perturber trop ce retour d'expérience parce qu'effectivement, on est dans une logique, les établissements qui déploient parlent aux établissements, mais effectivement, sur la partie web service et évolution sur tout ce qui est API, il y a des réflexions en cours, un POC sur des solutions éditeurs et des choses qui seront montrées en club utilisateur début juillet à Marseille. Je n'étais pas trop à côté, parfait. Pas du tout. C'est un magnifique récapitulatif écrit de ce que vient de vous présenter Vincent et Alain. On a par contre tenu à préciser que le réseau d'universités en place a été extrêmement aidant. Là, je pense aussi à Ose et à Oris. Pareil, si tu veux un petit peu préciser, Vincent, n'hésite pas. Mais la partie communautaire permet de partir sur des bases déjà réalisées, déjà poquées, déjà saines, qu'il est possible d'adapter suivant les besoins. Ouais, et à propos du coup du réseau d'université, comme c'est un peu lent de construire les vues matérialisées, des trucs comme ça, en fait, moi j'ai tout monté, j'ai tout sous forme de script. Donc, à partir d'une base Oracle, en modifiant les chemins d'accès aux bases de données, je peux fournir les scripts que j'ai utilisés perso pour construire les vues matérialisées, voir les vues dynamiques si ça intéresse. Voilà, pour faire profiter humblement de ce que j'ai fait. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de reprendre le travail des gens, mais ça permet, ça permet de savoir comment s'appellent les tables sans avoir à chercher dans une doc qui est un peu complexe. Et voilà, donc j'ai les scripts de création de tout ce qui est dans la base miroir. Si jamais ça intéresse quelqu'un, voilà. C'est à C'est dispo. le ZY19, monsieur. Voyons. Ouais, c'est ça. Alors, pour Alain. Oui, alors bon, c'est un schéma de l'ensemble des applications impactées par SIAM. Donc, cartographie, il n'y a pas, enfin voilà, donc tout ce qui est flèche sortante de SIAM donc passe par des vues, comme je le disais, et tout ce qui est flèche entrante dans SIAM par les web services. Voilà, et donc là on retrouve l'ensemble de nos applications impactées. Donc on avait cartographié avant, bien évidemment, toutes les applications impactées avec Arpège. Et on a fait aussi le ménage dedans, quelle application allait rester, pas rester. SIAM couvre quand même plus de choses qu'Arpège, donc il y a certaines applications qu'on avait qui finalement se sont arrêtées aussi avec SIAM, autres qu'Arpège. Donc ça simplifie un peu le schéma. Voilà, sinon, je n'ai pas grand-chose à rajouter d'autre. Voilà. En parlant flux plus qu'interface, c'est vrai que vous aviez un déversement qui était fait d'Arpège, nous un déversement de WinPay. C'est vrai que d'Arpège, nous. Donc on est passé là en déversement via la SIAM. Tout à fait. Et c'est un processus d'un point de vue flux pareil à bien suivre, parce que c'est pas exactement identique du 1 pour 1 pour les pratiques Arpège ou WinPay d'ailleurs. Bénéfices constatés. Donc ça, c'est un petit peu juste histoire de formaliser ce que je vous ai dit auparavant. La recentralisation de la gestion, fait un bien fou, on va dire, à la gestion de la qualité des données RH. Et également, c'est vrai que le fait d'avoir une saisie éclatée n'est pas, enfin, je ne vais pas dire n'est pas possible, mais inutilement complexe du moment où on passe en gestion intégrée. Donc, c'est vrai que la recentralisation de la gestion, mais avec un G majuscule, au sein de la DRH a été un bénéfice énorme d'un point de vue clarté, accès à la donnée et qualité de la donnée. Et également, effet de borne et effet attendu et désiré, la rationalisation des saisies. C'est vrai qu'avoir 2, 3 saisies, avoir davantage si jamais il y a des petits flux maison pour les validations, passer à 1, voire 2, enfin 1 ou 2 saisies, ça permet également de revoir un petit peu la gestion de la charge, des portefeuilles et des priorités en gestion,
ce qui était très opportun, parce que c'est vrai que je pense que je vous apprends rien, le travail du gestionnaire n'est pas forcément des plus gratifiants. Si jamais on peut éviter de faire 3 fois la même chose, ça permet de se recentrer sur des missions à un peu plus forte valeur ajoutée. Sur alors, la culture de la donnée, j'ai un petit peu insisté pour mettre cette partie-là. La compréhension, on va dire, de l'environnement de saisie et de l'impact des différentes saisies des agents a pu être mis un petit peu au centre du débat. Parce que c'est vrai que quand vous saisissez une information sur 3, les impacts directs, le suivi de ces informations et même la propriété intrinsèque que vous ressentez par rapport à la saisie est très différente d'une saisie de bout en bout. Et autre point, l'accès à l'information se retrouve facilité. Enfin, on essaye de pousser au plus possible à l'usage d'extractions personnalisées ou sur lesquelles ils sont accompagnés, parce qu'il y avait énormément de Shadow IT chez nous. Donc, c'est-à-dire tout le monde tenait ses petits tableaux de son côté avec ses petites informations, ses petites listes, etc. Ça, on essaye d'en sortir le plus possible. Donc, autonomiser les agents sur l'interprétation, l'utilisation des données et arriver à un petit peu mieux comprendre le contexte d'utilisation du fruit de leur travail. C'est quelque chose sur lequel on a essayé de mettre un point d'orgue d'un point de vue communication et notamment au moment des formations. Les problèmes rencontrés, parce qu'il y en a eu, tout à fait. La résistance au changement, on ne pouvait pas la mettre ailleurs qu'en premier. Donc c'est vrai que là, Avignon, si tu veux, à la rigueur, je te laisse lancer la machine, parce que vous avez fait énormément de travail là-dessus, donc n'hésite pas. Alors en fait, nous on était, avant de passer sur SIAM, on était déjà engagés dans un autre projet, donc sur WinPay plus RH. Et j'ai mené un gros travail avec les gestionnaires sur les accompagner et les former et leur expliquer vraiment les enjeux et les objectifs de ce projet. Et en fait, le fait de les accompagner, la résistance au changement a été, j'en ai pas eu en fait, ça s'est très très bien passé. Et c'était vraiment aussi les formations où je les ai amenés pour qu'ils fassent partie, certains du pôle de compétences et d'autres qui soient formés dès le départ. Ça les a confortés. En fait, c'était la peur qu'ils avaient d'un changement de logiciel a été vraiment réduite. Et au fur et à mesure des formations et des explications qu'on donnait, finalement, le jour de la bascule, il n'y a eu aucune difficulté et ça s'est très bien passé. Et c'est vraiment quelque chose qui est sur de long terme. C'est-à-dire ça a mis quand même 1 an à pouvoir leur expliquer pour quelles raisons ont changé, pourquoi. Et les formations ont beaucoup aidé. Ouais, et puis vous avez été dans le détail sur les formations aussi. Vous avez vraiment différencié. C'est quelque chose sur lequel je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on a pris en régie pleine au niveau SIRH, donc on n'avait pas forcément le recul et l'expertise que vous pouviez avoir en gestion. Mais c'est vrai que la partie formation, plus cette dernière est prise tôt, d'un point de vue même sensibilisation, au plus l'impact sera réduit. Et on se rend compte là, à chaud, que la quantité d'informations qui est présentée à des agents qui n'étaient pas forcément suprastables sur leur poste peut être too much, on va dire ça comme ça. Et un suivi, on a mis en place ce qu'on a appelé de l'hypercare. Donc pendant 2 à 3 semaines, on s'est déplacé parce qu'on est sur des sites différents. On est resté avec eux sur place, dans leur bureau, pour les aider à saisir, voir exactement sur les points les supports de formation, etc., là où il pouvait y avoir des trous et sur lesquels on pouvait préciser. Si jamais il y avait des blocages, comment les accompagner. C'est vrai que sur l'accompagnement post-MEP, c'est instrumental. Juste la passation de l'outil de gestion n'est pas suffisante en soi. Là, on se rend compte à M+3, on nous demande encore des micro-formations, on nous demande encore des micro-démonstrations. Donc là, on va mettre en place un café mensuel avec des FAQ, etc. etc. Ne vraiment pas sous-estimer la partie accompagnement. Et c'est vrai que la résistance au changement, chez nous, est aussi venue un petit peu de l'inconnu. Parce que jusqu'aux 6 premiers mois où même l'équipe projet n'est pas forcément formée à l'outil, la communication qu'on peut en avoir est assez fine. Donc,
au plus tôt vous avez l'information, au plus tôt communiquez-la, voilà, pour faire court. Sur les intégrations de règles de gestion spécifiques, donc ça, j'en ai dit 2 mots auparavant. C'est vrai que nous étions très ancrés dans nos pratiques. Le fait d'avoir un organe externe à la DRH, même si c'était interne à l'université, qui nous accompagne dans la révision des processus, a été extrêmement salvateur. Et ça nous a permis aussi d'identifier un bon nombre de redondances, un bon nombre on va dire, vérifications historiques qui étaient possibles de rationaliser, peut-être des petits problèmes de chronologie, etc., etc. Donc, encore une fois, voir cela comme peut-être plus une opportunité, même si c'est toujours simple de le dire, un peu moins à mettre en place, mais de challenger un petit peu l'existant et les règles de gestion, parce que il y a énormément de règles de gestion qui demeurent historiques et pas forcément réglementaires. C'est l'opportunité de les mettre en avant et possiblement de faire du mieux. Nous avons eu, donc je sais que c'est quelque chose qui a été partagé par Anne-Laure, mais on a adopté une méthode un peu maison. Sur le dernier tiers du projet, étant donné qu'il fallait que mon équipe gère les formations, les supports, les décisions, la fiable, etc., on s'est retrouvé face à, en termes un peu barbares, des backlogs, des listes de tâches qui étaient extrêmement denses et qui nécessitaient des priorisations extrêmement régulières. Donc on est changé, on est passé d'une méthode en cascade à du Scrum, donc avec des mêlées matinales pour la priorisation. On s'est fait des tout petits sprints de 3 semaines, 1 mois. Et c'est vrai que autant la culture agile au sein des universités n'est pas forcément répandue, mais autant là, sur, on va dire, des délais qui commencent à devenir, c'est pas difficile à tenir, on va dire, mais qui nécessitent un suivi beaucoup plus régulier, beaucoup plus fin, on a fait le choix de basculer d'un point de vue paradigme de gestion de projet. Et sur la partie hétérogène. Oui, vas-y. Pardon, Florian. Juste pour dire que côté technique, on a eu le même ressenti aussi. Hein, Ouais. Je sais. Du coup, c'est vrai que tant que le deuxième tir de reprise n'avait pas été fait, c'est ce que tu disais au début, on n'avait pas encore pu commencer à développer quoi que ce soit pour les interfaces. Et donc, plus dans le dernier tiers du projet, on a eu beaucoup plus de travail à partir du deuxième tir de reprise surtout, qui a eu lieu en octobre du coup. Je pense que Vincent en aura. Parfait. Le temps de valider toutes les specs, etc. Oui, non, c'est. Oui. On est arrivé au début janvier. Que se passe-t-il? Où en est-on? Donc, tant qu'il y a de la communication en amont, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que les délais peuvent faire peur d'un point de vue gouvernance. Donc ça, le tout est de bien suivre et bien communiquer encore une fois. Sur la partie hétérogénéité des portefeuilles de gestion, c'est davantage chez vous. Ouais. Oui. En fait, à l'université, on a des gestionnaires dédiés par type de population. Donc, j'ai des gestionnaires qui sont spécialisés sur les contractuels, d'autres sur les titulaires, d'autres sur les vacataires et d'autres sur les hébergés. Et en fait, la gestion d'anciens n'est pas vraiment similaire. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un gros guide commun pour tous et des guides spécifiques à chaque type de population. Et j'ai fait des formations ensuite à chaque type de gestionnaire. Et j'ai fait une formation pour les gestionnaires des titulaires et des contractuels parce que le système est identique d'ancienne. J'ai fait une formation spécifique pour les vacataires et les hébergés. Et ensuite, j'ai fait une formation, mais là, ça a duré qu'une demi-journée, sur les personnels qui sont en lecture et ceux qui utilisent BO dans d'autres services parce qu'on a une cellule de pilotage et ils ont besoin de requêter sur BO, sur SIAL. Et si on ne connaît pas l'univers, c'est très compliqué. Oui. Donc, je leur ai fait des formations et même là, je leur ai reproposé une autre formation parce que là, ils nous posent des questions. Des fois, ils ne savent pas trop où aller chercher les informations. Donc, c'était 3 sessions de formation et à chaque session de formation, je leur ai fourni un MOP simplifié avec chacun le type de population gérée. Alors, il faut savoir qu'on est revenu plusieurs fois sur ces MOP. En fait, j'ai fait une première version où je leur ai donné le jour de la formation et je leur ai dit surtout, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des choses qui ne sont pas claires, vous me le dites. Et je les ai repris 3 fois déjà.
Je les ai repris 2 fois dans les 2 semaines qui ont suivi la mise en la bascule. Et là, maintenant, c'est stable. Ça fait déjà 2 mois qu'on m'a rien demandé, mais comme il faut les retravailler, ces mobs, parce que quand on a un peu appris à utiliser l'outil, on pense que c'est clair. Et finalement, quand les gestionnaires sont sur le mob et qu'ils suivent le pas à pas, il y a certaines infos qu'on ne met pas et qui manquent. Donc, je les ai repris 3 fois et on les a bien complétés. Maintenant, ils sont quand même bien fournis, même si c'est des simplifiés, ils sont quand même bien fournis en détail avec des prints écrans de où aller saisir, comment saisir. Et ils ont encore ça sous les yeux. Je les vois, ils ont leur mop à côté de leur bureau. Et là, il y en a une ce matin qui m'a dit je commence à un peu moins les utiliser, mais voilà, ils ont quand même ça en support et ils l'ont tous les jours sous les yeux. Et avec ça, il y a très peu d'erreurs de saisie. Je crois que j'ai dû supprimer 3 doublons depuis qu'on est passé en production et on a saisi à peu près 250 prises en charge. Et sur les dossiers, j'ai fait des vérifications des premières saisies et j'ai pas vu d'erreur. Voilà, j'ai eu 2-3 dossiers qui avaient été mal faits, on les a repris, mais le reste, la prise en main de Siam, c'est quand même très très bien passé. Sur la partie mop, il y a quelque chose qui a été sous-estimé chez nous, et c'est de mon fait, à 100%. On avait fait un mop enfin, on utilisait un support existant pour la consultation. Et c'est vrai que le fait de temps en temps de rentrer dans l'occurrence, d'aller chercher l'information, etc. Je ne vais pas parler de rupture numérique, mais il y a certaines personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec l'informatique et qui ont besoin d'énormément de détails pour accéder à une information. Et c'est quelque chose qu'on a un peu sous-estimé au départ et on s'en a un tout petit peu mordu les doigts parce qu'on a eu des demandes de démonstration non-stop au départ parce que le MOP juste de consultation était trop léger. Voilà, donc là, pareil, il a été revu et ça a permis un petit peu d'endiguer la vague, mais oui, ça, partir du principe qu'il y aura une V1, une 1.1, une 1.2, et ce sont des choses qui vivent. Oui, exactement. Alors ça, c'est bilan plutôt personnel. C'est vrai que je suis dans un cas de figure un petit peu spécifique, mais si jamais ce projet est porté par du technico-fonctionnel, s'assurer dès le départ de l'implication métier, qu'il y ait des noms, je peux parler de fiches de mission, mais que des interlocuteurs soient arrêtés dès le départ. C'est quelque chose qui est resté en négociation pendant 1 an et qui nous a fait défaut. Ça a été un report de charge. En fait, c'est ce qui a rendu le dernier tiers du projet compliqué chez moi. Donc, je reviens sur la maîtrise de responsabilité, je reviens sur le pôle de compétences, la mobilisation des acteurs projets en amont du lancement est instrumentale on va dire, à ce que ça reste écologique pour le reste de l'équipe. Là, on a eu un trou dans la raquette phénoménal sur la partie gestion administrative. C'est quelque chose sur lequel on va capitaliser, ça ne se reproduira pas pour la pré-liquidation. On est extrêmement large, là, on a plusieurs référents, on a des gens de la DAF, de l'agence comptable, là, je les ai attachés au radiateur, ils ne peuvent plus partir. Mais c'est vrai que si jamais il y a des résistances initiales, ne pas hésiter à lourdement insister sur les enjeux, parce que l'impact que ça peut avoir même sur la réussite du projet est vraiment non négligeable. Parce que le transfert, encore une fois, le pôle de compétences et le transfert de compétences à la gestion, sans prisme métier, c'est extrêmement compliqué. Et je me doute que si jamais il n'y a pas de prisme trop outil, parce qu'il y a des personnes qui étaient à l'aise avec l'informatique, qui étaient au sein du pôle de compétences, ça peut être un frein également. Donc, sur l'identification du personnel, voilà, un gros point d'attention. Et aussi, petit point sur tout à fait personnel également, j'ai recruté et formé les agents de l'équipe projet et a fortiori de mon service au fur et à mesure du projet. Et là, par contre, la solution appliquée a été fournie par l'AMU indirectement, parce que c'est vrai que les ateliers, la fréquence des ateliers et la réactivité dans la réponse, dans l'explicitation et dans la partie pédagogie, m'a permis, entre guillemets, d'intégrer des personnes au sein de l'équipe corps en milieu de projet. Et c'est vrai que le fait d'avoir soit du turnover, soit des personnes clés non présentes en début de projet, n'est pas insurmontable. Perspective future, donc, la rémunération, comme déjà abordé. Nous sommes en train de démarrer cela avec les équipes AMU
chez nous. Ce sera l'année prochaine pour Ouais. Anne-Laure. Non. Et alors, le module GPEEC, il me manque un petit E. Il y a une très, très, très forte volonté stratégique et au niveau RH d'intégration des compétences, de dématérialisation des entretiens professionnels. Enfin, imaginez la profondeur fonctionnelle de la partie GPEC. Unica veut être à tous les niveaux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va se positionner le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui semble possible par le biais de l'outil. Donc nous allons rester dans notre lancée et tenter d'intégrer cela de la manière la plus cohérente d'un point de vue écosystème possible. On a une question, Florian. Oui. Oui, c'est encore moi. J'ai une question sur la paye. Aujourd'hui, vous êtes sur quelle solution? WinPay. WinPay, d'accord, ok. Ouais. Et parce que nous, on a un problème avec WinPay au sein de notre établissement, c'est que les gestionnaires ont du mal en fait avec Siam sur la partie bulletin de paye et préfèrent générer le bulletin de paye dans WinPay pour faire les vérifications, etc. Alors, j'ai une information toute fraîche à ce sujet. Ah, ok. C'est l'AMU vise, étant donné qu'il y a une fermeture à l'horizon de WinPay pour passer sur WinPay+, la sortie, enfin on va dire l'intégration de tout ce qui pouvait être un petit peu périphérique, qui pouvait manquer à Siam et qui était complété justement par des imports sur WinPay, c'était une inquiétude, c'est une inquiétude encore au niveau de l'université Côte d'Azur. Il m'a été confirmé que l'autonomie pleine et entière de Siam sur la partie préliquidation, je pense notamment la consultation des bulletins de salaire, sont en cours de développement, assez littéralement. Et on nous a annoncé que les développements seraient terminés d'ici la mise en production que nous avons prévue pour l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais c'était Oui, un... ça répond. Et c'est à peu près quand en 2025? On est parti, nous, sur une MEP en mai. Je pense que, je ne vais pas m'avancer, mais T1, peut-être fin T1, début T2. D'accord, ok. Et je me permets de Florian, revenir je me sur la permets part... juste une toute Ouais. petite prise de parole, pardon, Thierry, Oui. pendant Madame Lamu. Effectivement, c'est bien le cas. Et pour les établissements qui sont sur Siam, vous savez qu'un sondage a été lancé justement sur les fonctionnalités qui vous semblaient encore manquantes sur le module de préliquidation. Un gros effort est fait aujourd'hui à la fois sur le bulletin de paye, sur un ensemble de restitutions pour vous les livrer. Donc, idéalement, sur l'année 2024, peut-être certaines, on est en train de prioriser début 2025. Et là-dessus aussi, beaucoup d'informations seront données au Club U les 4-5 juillet à Marseille. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et juste pour revenir sur la partie arpège, et après j'arrête. Aujourd'hui, vous allez garder arpège pour les dossiers qui n'ont pas été repris ou bien vous allez utiliser un autre système? Comment vous allez faire? On a laissé Arpège en consultation. D'accord, ok. Se pose la question d'utiliser un outil tiers. Bon, là, c'est plus Vincent qui est au fait de ces choses-là, qui s'appelle RIP, si je ne m'abuse, Oui, qui permet de la consultation de base. c'est tiers en étant à moitié tiers. Le RIP, je sais plus ce que ça veut dire, même si c'est un acronyme assez rigolo. C'est l'AMU qui nous fournit un outil pour les gens pour les gens qui ont arrêté Arpège, qui permet d'archiver les dossiers et d'y accéder par une petite interface. Donc on l'a installé, on a vu que ça fonctionnait, mais je dois vous avouer qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vu si tout ce qui était mis à disposition dans l'archivage était suffisant. Et on s'était dit avec Florian que en fonction de ce qu'il y avait dans l'outil d'archivage, on serait peut-être un certain nombre d'extractions arpèges qu'on stockerait dans un coin pour garder l'information présente. Mais je vous avoue, comme on a, comme un peu disait Alain, ça va vite. Et du coup, on n'a pas encore fini d'intégrer le truc dans notre SI. On n'a toujours pas coupé Arpège. Donc, tant qu'Arpège n'est pas coupé, à la limite, on n'a pas trop de soucis avec l'archivage des données. Mais voilà, on a un outil fourni par l'AMU qui permet, à mon avis, de faire 95% du boulot. Et on verra en fonction de ça, en termes de pilotage ou des choses comme ça, si on doit stocker l'information ailleurs, au moins temporairement. D'accord. RIP, ça s'écrit RIP comme... C'est comme Rest in Peace, mais je sais Ok, plus ce que d'accord. ça veut dire. Ok.
Merci. Et je confirme que côté Avignon, c'est pareil, hein, on garde Arpège en consultation pour l'instant. Je pense qu'on va le garder une petite année, hein. Et ensuite, l'outil RIP, on l'a aussi installé et ça marche bien, hein. Ça fait une extraction de tous les dossiers Arpège, en gros. Et une fois que ces dossiers-là sont extraits, on peut arrêter la base Arpège et avec une petite application Tomcat, attaquer directement ces dossiers-là pour les afficher à l'écran s'il y a besoin d'aller voir de l'historique. Voilà, donc ça, je pense qu'on s'y tournera aussi, mais on va dire l'an prochain, quoi, en 2025. Oui, parce que là aussi, c'était un choix conscient. L'impact transformationnel est non négligeable. Le côté un petit peu, pardon pour la comparaison, mais un peu doudou qu'ont certains gestionnaires d'arpèges. Tant qu'il y aura un réel besoin sur la première année, peut-être un petit peu d'avantage si jamais il y a des questions spécifiques, mais oui, non, ça va pas viser à être pérennisé. Mais au début, une des premières questions qu'il nous a demandé, c'est est-ce qu'on garde Arpège? Là, je pense aussi qu'il faut que la gestion passe le pas, fasse le deuil. C'est un processus, mais bon, les outils sont présents pour le faire. Juste concernant l'utilisation de RIP d'arpège, qui veut dire Review is possible, d'ailleurs. Effectivement, c'est un outil qui est fourni par la MU, et si jamais il y a des questions par rapport à son utilisation, il y a de la documentation qui est disponible, et on est disponible par le biais de DA pour répondre à des questions complémentaires. Merci Thierry. Ok, merci. En restant sur la partie perspective, il s'agit d'une roadmap générique de la partie préliquidation. Donc, vous pouvez voir qu'on reste sur des schémas, on ne parle plus de tir de reprise, mais d'initialisation, de plus ou moins trimestriel, avec init et bascule. On reste sur de la fiabilisation des données de manière filée. Donc là, ce n'est pas l'objet de la réunion, mais bon, c'est la fiabilisation des données. On rapproche les données SIAM des données disponibles par la trésorerie générale, et puis on refait une passe, entre guillemets. Les formations de formateurs sont plus ou moins sur les mêmes périodes, formation des gestionnaires plus ou moins sur les mêmes périodes. Je sais que moi, pour la présentation, on va dire, l'accompagnement initial au lancement, ça a été relativement simple de leur dire, ce sera plus ou moins la même chose d'un point de vue temps et rythme qu'on a pu avoir jusque-là, plus ou moins la même chose sur la partie répartition des charges, d'un point de vue fiabilité notamment et paramétrage. Donc voilà, c'était simplement pour préciser que ne pas s'attendre à un grand écart phénoménal sur la partie roadmap entre la GA, même si les enjeux et la partie opérationnelle sont différents, mais d'un point de vue gestion de projet pur, ce sont des schémas qui sont quand même assez ressemblants. Fonctionnalité prévue. Donc la partie GP4U, qui est la page agent, ainsi que la page manager. C'est quelque chose qui permet d'agréger un certain nombre d'informations, hein, que ce soit sur la partie carrière, formation, entretien pro, donc du moment où les informations sont anciennes, bien évidemment. Nous avons prévu, nous, de terminer notre passe de fiabilisation avant d'ouvrir quoi que ce soit, parce que si jamais c'est pour ouvrir l'accès à l'intégralité des agents, des informations disponibles dans l'outil, que le premier contact soit des informations fausses, je ne le souhaite pas. Donc on se donne un tout petit peu de temps pour le faire. Étant donné qu'Avignon avait une base beaucoup plus propre que la nôtre, ils ont déjà sauté le pas. On a ouvert très rapidement en fait GP4U après la bascule, parce qu'en fait on en a eu besoin, parce qu'on était dans des votes, on devait faire du vote électronique, et pour pouvoir voter, les agents devaient rentrer leur numéro SIAN. Donc on a ouvert GP4U, je crois, 15 jours après la bascule, et donc tout le monde nous se fait aller voir. Et finalement, on a eu, je crois, 2-3 personnes qui nous ont contactés au départ pour nous dire qu'il y avait des petites choses à corriger. On a signalé qu'on était en cours de fiabilisation quand on l'a ouvert. Et on a ouvert, là, il y a peut-être un petit mois, pour les responsables. Donc, ils ont vu sur tous leurs services, en fait, sur tous les agents de leur service, ils ont vu sur leur carrière. Alors bon, ce sont des rôles, des habilitations héritées directement
SIAM, donc il n'y a pas de reparamétrage à faire. C'est plutôt appréciable. Et c'est vrai que la granularité des informations, on peut faire apparaître la date du prochain échelon, machin, les promotions, etc. Ce qui nous intéressait également, c'était la possibilité offerte aux agents de faire une demande de modification d'informations personnelles. Les adresses pro, etc., ce ne sont pas les adresses perso, pardon. Ce ne sont pas des choses qui sont directement envoyées en base, mais il y a une espèce de mini workflow qui crée une tâche côté RH pour les validations, etc. C'est bien pensé. Après, on n'a pas énormément de recul dessus, parce qu'on s'était mis ça un tout petit peu plus loin dans le planning. Mais c'est vrai que je pense que l'outil sera extrêmement bien accueilli. Et pour la partie entretien professionnel, nous sommes en phase de prospection, mais nous sommes en train de faire un petit POC. Je suis en train de faire les entretiens de mon service sur l'outil. C'est de la même manière quelque chose d'assez fluide, parce que nous n'avions pas énormément de prérequis sur les découpages par population, etc. Donc, bon, c'est une première approche qui est limitée, mais bon, ça nous permettra d'avoir une vue opérationnelle de ce que ça peut faire, ce que ça peut apporter d'un point de vue dématérialisation vis-à-vis du benchmark général. Mais pour le moment, les retours, que ce soit de moi ou de mes agents, c'est plutôt satisfaisant. Retour d'expérience très général. On va commencer par les moins, on va finir par les plus. C'est vrai que les bascules initiales, il me semble, n'étaient pas sur 12 mois, mais sur davantage, sur les vagues précédentes, du moins. Donc, c'est quelque chose qui s'est un petit peu ressenti chez moi, d'autant plus avec les problématiques de mobilisation dont je vous ai parlé. L'appréciation des impacts d'un point de vue process également, étant donné que vous n'avez les mains sur l'outil que plus ou moins 6 mois après le lancement, nécessite de créer de l'inertie si jamais il y a des modifications à réaliser, à faire valider en haut lieu très rapidement. Donc c'est vraiment, entre guillemets, se préparer à avoir 6 mois sur la deuxième partie du projet qui soit dense d'un point de vue modification d'usage. Si jamais vous avez des ajustements à faire. Je sais que chez Alors, c'était moins le cas. Chez moi, ça a été délicat. Non, mais la fin du projet a été aussi tendue de notre côté. C'est-à-dire que la première partie, c'était plutôt calme. On avait la fiabilisation à faire, on a réfléchi à la personnalisation. Mais c'est vrai que les derniers mois, c'était intensif. On voyait le jour de la bascule approcher. Et voilà, il fallait que tout soit finalisé. C'était la fin du projet, beaucoup plus chargée que la première partie. Faut dire ce qui est aussi. Une bascule en 1 an, c'est audacieux. Et d'un point de vue accompagnement, c'est passé. D'un point de vue matérialisation, on va dire, des procédures, des actes de gestion, c'est passé. Donc là, c'est vraiment un point d'attention plus qu'un réel problème qui a été bloquant. Ça, la partie fiabilisation, du moment où, je pense que tu avais un léger avantage là-dessus, Anne-Laure, du moment où il y a une ascendance hiérarchique directe sur les priorités de saisie au niveau de la gestion, c'est plus simple à piloter d'un point de vue fiabilisation. La priorité, parce que bon, ce qui est souvent entendu dans les services de gestion, c'est nous sommes sous l'eau, nous n'avons pas le temps, ce n'est pas possible en ce moment. Le planning projet n'est pas extensible. Donc la priorité perçue de cette phase de récupération de données doit être portée par le middle management, dans tous les cas. Voilà, ça, c'est un impératif. Et si jamais vous avez du turnover, c'est quelque chose qui est ressenti doublement. Petit point, alors là c'est plus un point d'amélioration peut-être que nous proposerions. La formation technique a eu lieu assez tôt dans le projet, ce qui peut s'expliquer parce qu'il y a toute la partie installation, mais c'est vrai que derrière sur l'utilisation du design center, les bordereaux, etc., c'est quelque chose qui est très utilisé
post-MEP, mais qui est vu au début du projet. Donc c'est vrai qu'il y ait 9-10 mois entre le moment où les effectifs techniques soient formés et le moment où ils commencent à mettre ça en œuvre, ça a été, il a fallu il y a quelques jours d'accompagnement prévu par l'AMU post-bascule, il a fallu qu'on demande un refresh parce que cette partie-là devait être vue. Donc potentiellement anticiper, revoir ça avec une petite mage en amont, ce sera peut-être un peu plus écologique pour la partie technique. Et bon, ce qu'on a déjà dit 2-3 fois, c'est vrai que la récupération des référentiels intégrales, parce que c'est vrai que le premier tir de reprise est plus axé population que référentiel, est nécessaire d'un point de vue écosystème et interface. Et donc ça retarde, mais ça on va dire, encore une fois, c'est un effet mécanique. Il y a un ordonnancement dans le kit de reprise qui doit être suivi. C'est simplement qu'il y ait une conscience accrue du fait que le projet technique, post-installation, ne démarque qu'en décalé. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Non, mais tu as tout dit. Alors les plus, nous sommes à presque 100% de. Alors là c'est moi qui me suis qui congratule mon service. Je suis désolé, mais on est à 0,05% de rejet avec un service qui a pas un an. Donc ça leur revient, mais la manière dont on a été formé et accompagné y est pour beaucoup également. Le fait que les formations en interne aient été faites par des agents non métiers a été rendu possible par le fait que la communauté met à disposition des MOP, la communauté accompagne si jamais nous avons des questions, la communauté est présente si jamais il y a des imprécisions, des incompréhensions, enfin la communauté l'a mis également, bien évidemment, sur la partie pédagogique. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il y a un très léger gap sémantique entre Arpège et SIAM. Quand on parle de statut, c'est exactement la même chose. Le fait que les contractuels aient une carrière, ça m'a complètement retourné la tête de la moitié des agents. Plein de petites choses comme ça où il faut gérer l'impact, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est suffisamment documenté pour que on va dire, ça passe sans trop de difficultés. Pardon, j'ai cru que quelqu'un prenait la parole. Et j'ai eu une chance aussi, c'est que j'ai réussi à recruter une personne qui était déjà formée à l'administration de RP. Donc, si jamais vous avez la chance d'avoir déjà quelqu'un comme ça en interne, capitalisez dessus, gardez-le, gardez-la. Et si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas à mettre ça, on va dire, dans le project management plan, c'est le recrutement d'un administrateur, ça doit être en ligne 1. Ça, je sais aussi que c'est un point partagé avec Anne-Laure sur la partie sponsor, la partie, la gouvernance, les VP, le DRH ont été extrêmement moteurs. C'est vrai que le fait d'être intégré à quelque chose qui est considéré comme stratégique pour l'université, ça donne, on va dire, une visibilité et des opportunités de discussion et de négociation surtout qui sont précieuses. Donc ne pas hésiter à taper le plus haut possible sur la partie sponsoring. Également, si jamais vous avez des personnes qui sont compétentes en interne, je sais que pour ma part, j'avais l'administrateur Synapse CIFAC qui est on va dire un monstre sur ces domaines, qui a été d'une aide folle. Si jamais vous avez des leviers internes, activez-les. N'hésitez pas. Là c'est pareil, je fais partie, enfin je dirige un service technico-fonctionnel, donc on est en garde partagée entre la DSI et la DRH. Ça a été une très bonne opportunité de se rapprocher de l'opérationnel, de mieux comprendre ce qu'ils faisaient sur la partie gestion administrative, parce qu'on est sur une cartographie d'une dizaine d'applicatifs, et c'est vrai que la gestion pure Arpège, c'est une machine qui est
qui est huilé, qui ronronne. Le fait un petit peu mettre les mains dedans, c'est un plus pour, on va dire, gagner en cohérence sur la chaîne RH. Si jamais vous avez du travail à faire sur la partie poste, la partie structure, etc., n'hésitez pas à profiter de cette opportunité pour le faire. Je sais que vous aviez fait un gros travail, je crois, sur les structures, si je ne dis pas de bêtises, Anne-Laure, en amont. Alors, nous, les travaux sur les structures, ça va venir bientôt. Là, on a repris l'identité pour l'instant, mais on avait passé en institut en avril. Et donc là, j'attends la montée de version qu'on fasse la semaine prochaine. Et ensuite, on s'attaque à changer les UO. Idem, le fait de pouvoir communiquer plus simplement sur du reporting, on s'est rendu compte que les structures, mais j'entends statut de l'université, ne correspondaient plus avec nos référentiels. Donc ça permet de remettre ça un petit peu au centre de la discussion et de se dire on va reprendre ça de zéro pour qu'il y ait une cohérence complète. Notre cartographie des postes était extrêmement lacunaire, on a profité pour le faire. Donc encore une fois, c'est de l'énergie et c'est du temps, mais c'est un outil qui permet de le gérer de manière assez simple au niveau des imports. Le fait de pouvoir avoir une cartographie des postes en fichier Excel qu'on importe sur un outil qui est fait pour et que ça vous crée automatiquement la carto, je pense que sans les outils fournis, je ne m'y serais pas aventuré. Mais il y a on n'en a pas parlé, mais il y a un outil, un espèce de petit outil d'import qui s'appelle la base de personnalisation qui permet de faire énormément de choses de manière très très simple. C'est une IHM très rudimentaire, mais qui permet de faire énormément d'imports. Ça ouvre beaucoup de possibilités sur les révisions de schémas de données. Sur la partie réseau institutionnel, c'est vrai que les échanges, bon, là c'est peut-être aussi du fait des parts de marché, n'est-ce pas, de SIAM, mais le fait de pouvoir échanger sur des pratiques communes avec une communauté qui est déjà existante a été extrêmement bénéfique. Mener ce genre de projet en un an, c'est quelque chose qui est compliqué à faire lorsqu'on est seul et qu'il y a peu de retour à froid ou de travail existant. Et c'est vrai que la partie groupe utilisateur a été extrêmement bénéfique. Pareil, si tu veux préciser quoi que ce soit. Non, tu peux passer à la suivante. Et un petit merci à Thierry et son équipe quand même, parce que l'intégration à la vague a été extrêmement rapide. On s'est décidé, bon, sur le tard, mais ça c'était, on va dire, le poids de l'histoire. On a réussi à être intégré malgré tout extrêmement rapidement. On avait un point hebdomadaire avec le chef de projet qui nous permettait, c'était un point informel, hein, juste de discuter des problèmes, justement des solutions relevées, des bonnes pratiques, etc. Yacine a été extrêmement présent, très aidant, très éclairant même sur certains choix à faire. La partie formation, le service formation, c'est arracher les cheveux l'Université Côte d'Azur, parce qu'au bout d'un moment, quand il y en a toutes les 3 semaines sur différentes problématiques, ils se demandent ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je pense, à la fois nécessaire et également extrêmement bien cadré, parce que j'ai déjà, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai déjà effectué une migration sur HR Access il y a 10 ans de ça. Ça ne s'est pas fait dans d'aussi bonnes conditions. Là, la manière dont l'intégration est pensée et accompagnée, je suis très en confiance par rapport au lot suivant. On a les formateurs qui sont intervenus, que ce soit de Toulon, de Montpellier, etc., étaient des personnes qui avaient les mains dedans. Donc, ce ne sont pas uniquement, on va dire, des formateurs occasionnels qui ne sont pas dans la gestion. Ce sont littéralement des responsables applicatifs, enfin des administrateurs ou des référents la moitié du temps. Les conseils qui ont pu être donnés sur extrêmement pragmatique sur l'utilisation d'un code plutôt qu'un autre parce qu'il y a tel impact, etc. Ce ne sont des choses qui ne peuvent être faites de toute façon que par quelqu'un qui est dedans tous les jours. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on s'est énormément appuyé, on continue à s'appuyer, je suis désolé pour eux.
mais c'est très appréciable. Sur la partie MOP, également, je suis quelqu'un qui est un poil psychorigide sur la partie rédactionnelle. J'aime qu'il y ait des écrits, j'aime qu'ils soient tenus, j'aime qu'ils soient suivis, j'aime qu'ils soient à jour. Il y a énormément de documentation disponible et qui est mise à jour extrêmement régulièrement. Donc ça, je sais que mon administratrice passe ses vendredis matins, c'est complètement dédié à de la lecture, il y a des vidéos, etc. Donc c'est vrai que même, ne serait-ce que pour gratter un tout petit peu, parce qu'une intégration de logiciel, on ne va pas le but n'est pas que vous soyez un power user directement, mais il y a énormément de possibilités qui sont offertes, qui ne sont pas forcément discutées en direct durant l'intégration, mais qui sont précisées avec des mops dans l'extranet. Voilà, je cherchais le terme. Réponse au DA extrêmement rapide. C'est du 24 heures les 3 quarts du temps. Hein. Je sais pas pour toi, Anne-Laure, mais... Des fois, j'ai dans le quart d'heure, j'ai la réponse. Oui, on voilà. me répond. Je pense qu'ils doivent être payés au délai, je pense. Il doit y avoir quelque chose comme ça. C'est très rapide. Et on a là échange de pratiques entre... Bon, je vous l'ai dit 15 fois, je suis navré, mais on a eu on s'est motivé l'année dernière, parce qu'on était au début du projet, mais aller au club utilisateur. Et c'est vrai que les échanges de pratiques sont... Le fait de pouvoir s'appuyer sur un historique commun et partagé, c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler en essayant de passer, on va dire, de consommateur à peut-être un petit peu plus participant, comme on est en train de le faire aujourd'hui, parce qu'on nous a beaucoup donné, on va essayer de rendre un petit peu à la communauté et de rester dans cette dynamique-là. Eh bien, oui, vas-y, j'allais dire, Anne-Laure, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je voulais quand même saluer le travail de Yacine avec cette réunion qu'on avait toutes les semaines. Et c'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup aidé, ça m'a bien aiguillé. Et il avait, comme tu disais, des solutions, ses interventions ont toujours été très bénéfiques pour le projet. Et ce qui est aussi intéressant, c'était les formations qu'on a eues sur place après le 3e tiers de reprise et la bascule. En fait, on a eu des formatrices qui sont venues passer 2 jours après le 3e tiers de reprise et 2 jours chez nous après la bascule. Et ça a été une aide précieuse pour voilà, ils nous ont tout de suite dit attention là, il y a quelque chose qui ne va pas, retravailler ça. Enfin, non, c'était vraiment très, très intéressant qu'elles viennent sur place parce que c'est vraiment sur nos propres données. Et on a pu analyser ce qui se passait, qu'elles ont, avec leur œil averti, on a tout de suite vu les problèmes et on a pu les corriger très rapidement. Alors, ce qu'on avait fait, on s'est appuyé là-dessus également, étant donné qu'on a, je crois, il y avait plus d'une quinzaine d'agents, on avait fait ça en 2 sessions distinctes de 2 fois 3 jours. Et en fait, on avait sur les premiers jours de chaque formation, de chaque session de 3, on a demandé à ce qu'elle soit présente. Donc ça lui permettait, on va dire, de nous aider un petit peu à l'introduction, parce que c'est pareil, étant donné qu'on est SIRH et on est en train de former des gens qui sont du métier RH. De temps en temps, on avait des petits trous sur la compréhension générale. Ça permettait de s'appuyer sur quelqu'un. Et aussi, justement, sur la teneur pédagogique de ce qui est tenu au sein des établissements. Ça permet d'avoir un retour à chaud, des ajustements. Donc, ça permet de revoir les supports de formation, ça permet de revoir un petit peu les MOP, si jamais il y en a eu, etc. Donc, oui, non, ça, je ne l'ai pas précisé, mais ça a été quelque chose qui a été extrêmement apprécié au niveau gestion, au niveau de mon équipe également. Ouais. Eh bien, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Oups. Alors, Mohamed, je vois que vous avez la main levée de nouveau. Est-ce que c'en est une qui ne s'était pas baissée ou c'est une nouvelle question? Je crois que c'était la personne qui est partie. Ah. Qui avait... Eh bien, écoute, s'il n'y a pas de questions, on va vous faire suivre le support. Si jamais en relecture, vous avez davantage d'interrogations, de précisions, si jamais il y a des parties qui vous intéressent, sur lesquelles vous souhaitiez un focus, on sera ravis de le faire. Merci à tous pour votre présence. Et faute de
peut-être vous croiser au club utilisateur, parce que je crois qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont déjà sur SIAM en attendance. Ce sera l'occasion d'en parler de nouveau. Eh ben, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée à tous et un bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.